Bonjour à tous. On va commencer la conférence qui a pour titre Les Sermes, une réponse globale aux difficultés des habitants du périurbain qui nécessitent de nouvelles approches et de nouveaux outils. Les Sermes en soi, c'est rien de nouveau. On travaille depuis 15-20 ans sur des projets globaux à des échelles différentes, des échelles métropolitaines, notamment sur des sujets d'étoiles ferroviaires. Mais l'approche Sermes, c'est une nouveauté pour plusieurs raisons. C'est qu'on a dézoomé le centre-ville, on a dézoomé la métropole et on s'est préoccupé du périurbain. Et on intègre également l'approche de financement des projets via ces projets-là et via la loi du 27 décembre 2023. Chez Aegis, donc moi je me présente, je suis Chloé Chevron, directrice conseil chez Aegis. Et chez Aegis, via l'entité de conseil, via les études amont et via l'ingénierie, on adresse tous les modes de transport en conseil, en conception et en pilotage de projet, voire même en exploitation. Et on approche toutes les échelles de territoire, puisqu'on approche tous les projets. Et donc, on fait cette conférence avec la SGP, qui a été missionnée par la loi du 27 décembre 2023, pour participer à la conception, à la maîtrise d'ouvrage, au financement des infrastructures de transport nécessaires aux Sermes avec SNCF Réseau. Et donc merci à Guillaume de partager cette conférence avec nous. Et on va commencer par adresser le sujet en se posant la question de qu'est-ce qu'on apprend là depuis 2-3 ans, depuis la loi sur les Sermes, quels sont les enjeux là, que posent ces projets. On commence avec Guillaume de Tillières. Voilà, merci beaucoup Chloé. Donc effectivement, c'est vrai que maintenant on a quelques années d'expérience avec le début de la loi Sermes et puis les projets. Donc de notre côté, c'est vrai qu'on a travaillé à peu près sur 14 Sermes, dont 8 avec la SGP. Et sur ces dernières années, on a pu travailler justement sur des territoires très différents. Donc je pense qu'il faut retenir un petit peu sur ces sujets, c'est que les grands enjeux qu'on a et qui sont aussi des enjeux très forts politiquement, c'est les enjeux d'équilibre du territoire. Il y a eu beaucoup de projets métropolitains, donc dans le passé, etc. Et la dimension des Sermes, c'est d'inclure et de répondre aux enjeux des métropoles et des projets périurbains. Alors c'est vrai que nous, Aegis, on a aussi comme actionnaire la Caisse des dépôts, et donc tous ces enjeux de territoire, c'est des sujets qui sont très importants pour nous. Ce qu'il faut voir, c'est que aussi sur les projets de Sermes, on a une diversité des territoires. Il y a aussi une certaine typologie. C'est-à-dire que vous connaissez un petit peu sur les grandes métropoles et les régions françaises. On a eu un certain nombre de projets de Sermes qui étaient très structurés par des projets d'étoiles ferroviaires. Donc ça, c'était un certain nombre de projets comme Lille, Marseille, Toulouse, qui sont des projets construits par des grands projets d'aménagement structurant autour du réseau ferroviaire, mais sur lesquels les projets de Sermes sont venus rajouter toute une couche d'intermodalité pour desservir d'autres territoires, donc avec des lignes de car express, avec des pôles routiers, renforcer l'intermodalité, les rabattements sur le ferroviaire. Donc ça, c'est vraiment des choses qui ont été travaillées, mais travaillées à une autre échelle avec l'ensemble des acteurs, donc où là, on intégrait le périurbain. Donc ça, c'est beaucoup de choses qui se sont faites avec des objectifs de renfort de services, des objectifs aussi d'offres plus lisibles, notamment pour les territoires périurbains, et beaucoup de projets aussi sur lesquels il y a eu des déploiements, on va dire, avec des schémas de RER vélo et des offres de car express ou de PEM routier. Voilà. Donc ça, c'est pas mal de choses qui se sont faites. Par contre, un certain nombre de projets aussi de Sermes ont été travaillés et sur des territoires beaucoup plus multipolaires. Donc, de temps en temps, vous avez des projets de Sermes qui s'étalent sur 160 km. Et donc, là-dessus, vous avez une diversité de problématiques à traiter, d'accord, avec aussi pas mal de réflexions sur les projets de car express, sur des développements de PEM routier, de covoiturage, avec des projets, parfois quand on arrivait sur les métropoles avec de transports en commun urbain ou de TCSP, mais sur lesquels vous aviez des enjeux, on va dire, d'intégration sur la problématique d'information voyageurs, de tarification, sur une échelle bien plus large que ce qu'on pouvait discuter avant dans le cadre des métropoles. D'accord ? Donc ça a été un grand sujet, on va dire, sur pas mal de projets.
Et à la fin, on va dire, même sur certains projets de SERM, vous n'avez pas que des enveloppes de projets, on va dire, uniquement ferroviaires. Vous avez, par exemple, si on prend le cas de Montpellier, des projets sur lesquels vous avez quasiment 35% des investissements qui sont sur des cars à haut niveau de service, des investissements, par exemple, autour de 18% sur les schémas vélo, avec 13 lignes. Donc, en fait, vous avez une diversité de la thématique et de la multimodalité qui est très importante. Donc ça, c'est quelque chose au niveau des enjeux du périurbain qui montre que ces projets de SERM, quelque part, c'est une palette de services très complets sur lesquels on a dû assurer, on va dire, avec l'ensemble des acteurs dans le travail, une cohérence très importante sur tous les réseaux à une échelle bien plus large que les simples métropoles. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose dans la priorisation des projets aussi qui est très importante. Parce qu'en fait, à chaque axe, sur chaque territoire, il faut essayer d'avoir les services qui répondent le mieux à la demande, d'accord ? Et bien sûr, tout ce travail dont on parle de changement d'échelle, c'est-à-dire de passer de l'échelle métropolitaine en intégrant le périurbain, sans être non plus à l'échelle régionale, fait que vous avez tout ce travail sur les schémas express, que ce soit vélo, car express, etc. Ce travail de lisibilité d'offres, qui est un travail très important à faire et donc qui a été vraiment fait, on va dire, ces dernières années en partenariat, la SGP va vous en parler maintenant, mais avec l'ensemble des acteurs. Et dans ce qu'on allait appeler auparavant des projets de transport, etc., ces dernières années, c'était vraiment une réflexion d'organisation des mobilités futures, du quotidien, d'accord, mais dans lesquels on a un travail d'intégration des aménagements de la transition écologique à l'échelle incluant le périurbain. Donc ça, c'est vraiment une thématique qui a été séquencée sur l'ensemble des thématiques de projet et qui a fait que pour l'ensemble des acteurs et des parties prenantes, c'était, on va dire, tout un travail de collaboration qui s'est fait ces dernières années. Voilà. Et je laisse Guillaume après revenir dessus. Bonjour, alors moi je suis Guillaume Svang, directeur adjoint à la direction au sein de la Société des grands projets, ex-Société du Grand Paris, devenue, qui a changé de nom en récupérant des compétences à la faveur de la loi du 27 décembre 2023. Direction des SERM, je suis directeur adjoint à cette direction-là. Je voudrais revenir un peu sur certains des enjeux des SERM. Donc ce qui est important dans le SERM, c'est dans le sigle, on n'est plus sur les RER métropolitains, qui était l'annonce du président de la République fin 2022. La loi, un an plus tard, elle a parlé des services express régionaux métropolitains. C'est vrai qu'en France, on aime bien couper des rubans, on aime bien inaugurer des infrastructures nouvelles. Les SERM, la logique, elle ne se prive pas d'infrastructures nouvelles, et il y a des SERM qui sont marqués par des infrastructures nouvelles de transport, notamment ferroviaires. Mais l'idée, c'est d'aller au-delà, d'optimiser l'usage de ces infrastructures en développant l'offre, en termes d'amplitude, en termes de fréquence en heure creuse, mais aussi, on a des territoires où, Guillaume l'évoquait, on va aller chercher du car express. Et c'était d'ailleurs vraiment, quand la loi a donné les SERM, le sigle SERM, c'était vraiment parce que certains territoires nous disaient, mais nous, on ne pourra pas faire de RER métropolitain. Donc, ce qui nous intéressera, c'est faire du service express régional métropolitain dans une logique complètement multimodale et sans oublier toutes les briques servicielles. Donc, il y a évidemment le rail, la route, les réseaux express vélo, REV, et puis les briques servicielles de tarification intégrée, de billettique simplifiée, d'information voyageurs. Donc, c'est tout ça qui compose les SERM. L'enjeu des SERM, il porte sur les mobilités longues du quotidien. Aujourd'hui, on sait facilement faire un Paris-Lyon, on sait faire un Lyon-Lyon, alors ça dépend des quartiers peut-être. Faire du Lyon-Bourg-en-Bresse, c'est un peu plus compliqué. Je pourrais multiplier les exemples. Paris-Chambéry, c'est à peu près facile. Chambéry, c'est assez simple. Je vois que ça vous chopine. Aix-les-Bains, Montmélian, c'est plus compliqué. Je pourrais vous faire ça sur tous les SERM. L'enjeu du SERM, c'est vraiment la mobilité longue du quotidien. Et c'est la demande des territoires et la demande des élus. Elle porte bien sur l'intervention relativement rapide, donc sans forcément attendre des années et des années que se crée une nouvelle infrastructure, pour apporter une réponse à des territoires qui étaient en carence de desserte sur ce segment de mobilité, ces fameuses mobilités longues du quotidien. Ce sont les mobilités où les usagers, les habitants étaient captifs
de l'automobile. Donc ça nous a donné les fameuses crises des gilets jaunes. C'est les populations qui aujourd'hui sont peut-être les plus concernées par la hausse des prix des carburants avec ce qui se passe un peu plus loin que la France. Donc l'enjeu des territoires et la demande forte des élus, elle portait sur des réponses à apporter, adaptées, comme le disait Guillaume, adaptées au territoire. Et chaque SERM, il y a une trentaine de SERM qui ont été ou vont être labellisés, parce que les SERM, dans la loi, il y a une première étape qui est celle du label, c'est-à-dire qu'on a l'autorisation d'étudier l'idée de développer des projets, des briques servicielles ou des briques de projets à mettre en cohérence. Puis ensuite, il y a l'étape d'après, c'est le statut. Et donc, une fois qu'on a son statut de SERM, on peut aller plus loin et développer véritablement ce SERM. Donc, une trentaine de SERM labellisés, une vingtaine qui accompagnent la SGP. Et ce qu'on a entendu systématiquement du côté des élus, c'est la volonté d'un travail phasé avec des réponses adaptées au territoire. Et qui dit 30 ou 20 SERM dit 30 ou 20 réponses différentes. Je passe la parole à Chloé pour la partie phasage. Et oui, sur le sujet du phasage, en fait, c'est important que ces projets existent et existent rapidement pour les élus. On ne peut pas attendre plusieurs années avant d'avoir des bénéfices réels pour les usagers des territoires périurbains. Il faut leur proposer, suite à la crise des gilets jaunes, avec également le contexte qu'évoquait Guillaume d'augmentation des prix du carburant, la transition vers les usages électriques qui se fait très doucement. Il faut proposer des alternatives qui soient crédibles et donc il faut proposer des services qui soient appropriables. Donc on va revenir sur ce sujet de l'appropriation par les usagers parce que finalement faire un projet aujourd'hui d'infrastructure ou servicielle, la première chose que l'on a appris et que l'on apprend encore, c'est qu'il faut qu'il soit utilisé. Et les ressources publiques étant ce qu'elles sont, il faut aller chercher l'usager dans son besoin, l'écouter et donc s'assurer que les projets existent, qui répondent à des attentes et donc les attentes du périurbain méritent qu'on les écoute. Donc concrètement, Guillaume, comment on associe les territoires, comment on associe les usagers futurs et pour quels bénéfices ? Alors, réponse en plusieurs temps. Comment on associe les territoires ? Donc, sur chacun des SERM, on a des porteurs que sont les DREAL et les régions qui associent les intercommunalités, les EPCI. Alors, sur le SERM de Lyon, on a une quarantaine de PCI. Sur des SERM plus modestes, on a un peu moins d'une dizaine de PCI, d'intercommunalités, qui sont systématiquement associés et autour de la table dans les comités techniques avec leurs techniciens, leurs services et à travers leur représentation par les élus dans les comités de pilotage. Et c'est bien dans les comités de pilotage que sont prises les décisions, donc avec l'ensemble des acteurs qui composent le SERM. Quand on a un SERM, j'évoquais Chambéry, je crois, tout à l'heure, le SERM ne met pas autour de la table la seule agglomération de Chambéry, mais bien les intercommunalités qui sont autour de Chambéry. C'est la même chose autour de Toulouse, autour de Strasbourg, de Rouen, de Saint-Étienne. Je pourrais vous faire toute la carte de France. Donc systématiquement, l'ensemble des intercommunalités de ce périmètre, on a toujours ce sujet de la définition du périmètre, qui est un sujet passionnant, on pourrait faire une heure là-dessus. Le périmètre des SERM associe ces décideurs, mais il associe aussi un deuxième cercle, un second cercle, à travers ce qu'on appelle nous le dialogue territorial qu'on a développé en allant chercher si je reprends l'exemple du SERM de Chambéry qui s'arrête à l'entrée des deux vallées, des deux grandes vallées, Maurienne et Tarentaise pour ceux qui font du ski, on est allé chercher les représentants, parce que pour le coup c'était pas des intercommunalités, les représentants de ces territoires, la Maurienne et la Tarentaise. Donc le dialogue avec les territoires se fait à plusieurs échelles. Autour de la table, décideurs qui seront peut-être plus tard les financeurs du SERM. Et puis parce que ce projet, il a des conséquences déportées, eh bien on met aussi, peut-être pas autour de la table, mais on associe aussi à la décision, on discute régulièrement dans des bilatérales avec les élus, les entités, les intercommunalités qui sont dans ce second cercle. On a, après, dans un second temps, plus concrètement, on mène des ateliers thématiques, ateliers covoiturage, ateliers vélo. Et quand on est dans ces ateliers, on a systématiquement les représentants de la société civile, fédération d'usagers, usagers du vélo, associations spécialisées dans les transports, dans les mobilités,
On travaille aussi avec les Césaires. On travaillait récemment, discutait récemment avec le Césaire de la région PACA. Voilà. Donc, on associe régulièrement à la fois les élus, tout type d'intercommunalité, et la société civile à travers des représentations de type associatif. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nos SERM, je parlais tout à l'heure de la question du découpage et des franges des SERM. Si je reprends mon exemple alpin, vous allez dire que je suis monomaniaque, mais si je reprends mon exemple alpin, le découpage a été très difficile à décider. Donc finalement, il y a dans les Alpes un SERM à Grenoble, un SERM à Chambéry et un SERM dit franco-suisse qui intègre à la fois le Genevois et la zone autour d'Annecy, le bassin d'Annecy, mais qui en fait est beaucoup plus large, qui fait à peu près 120 km d'est en ouest, donc de la frontière franco-suisse jusqu'au Bugey dans l'Ain à l'ouest. Ce découpage, finalement, il pose des questions de couture territoriale entre SERM, parce que finalement Annecy est tout aussi proche de Genève que de Chambéry. Donc derrière, ça pose la question de la liaison entre Chambéry et Aix. Et de la même manière, à Chambéry, on n'est pas très loin de Grenoble et du Grésivaudan, la vallée du Grésivaudan. Donc on aurait très bien pu avoir un unique SERM, puisque si on prend le périmètre du SERM lyonnais, avec ses 40 et quelques intercommunalités, on a un territoire qui est beaucoup plus large. Et pourquoi je vous disais ça, c'est que si je prends un exemple de celui de l'intercommunalité des Vals du Dauphiné, qui porte le nœud ferroviaire de Saint-André-le-Gaz, qui est parfois bien connu des ferrovipates, les Vals du Dauphiné est concerné par le SERM de Grenoble, par le SERM de Chambéry et par le SERM de Lyon. Et donc finalement, les Vals du Dauphiné, on les a vus 3 fois. Ils ne sont pas toujours très heureux des décisions qui ont pu être retenues à l'arrivée, mais ce dialogue territorial, j'étais un peu long, pardon, il se fait vraiment quasiment au quotidien. Et par ailleurs, il se matérialisera par les outils que la loi prévoit pour ensuite concrétiser la gouvernance de ces projets, donc des groupements d'intérêt public ou bien des sociétés locales de coordination. Et il est prévu par la loi que ces structures de gouvernance intègrent également les associations d'usagers. J'ajoute également une conviction personnelle sur ces sujets, puisque Guillaume a été très complet. Une conviction personnelle et partagée, je pense, par de nombreuses personnes, c'est que pour que ces projets réussissent, il faudra amener les changements de comportement, qu'on markete les services qui sont proposés, qu'on accompagne les habitudes, les changements d'habitude plutôt. Il y a plein d'études psychosociologiques et d'expérimentations qui sont faites en France et en Europe sur les changements de comportement. Et donc, on peut proposer des dispositifs à ces groupements d'intérêt public pour qu'ils puissent parler des projets, pour qu'ils puissent proposer des financements ou bien des expérimentations sur leur territoire pour que ces projets soient réellement appropriés in fine. Et enfin, on va parler concrètement aussi d'outils de socio-éco, parce que ces projets nous amènent à la fois des enjeux de financement, à la fois des enjeux de concertation, à la fois des enjeux de gouvernance, mais ils nous appellent aussi à révolutionner, nous, nos pratiques sur l'évaluation socio-économique des projets et de leurs bénéfices. Et Guillaume va vous en parler un petit peu. Voilà, en fait, on venait d'aborder avec Guillaume et Chloé déjà des sujets de changement de paradigme. On parlait de changement de comportement. Donc c'est vrai qu'on a vu, il y a eu le Covid, il y a eu un certain nombre d'événements après. Et donc ça, dans tout ce qui est évaluation de la demande de transport, de l'évaluation socio-économique, c'est vrai que c'est toujours, dès qu'on va parler d'innovation, qu'elle soit technologique, d'innovation sur les changements de comportement, c'est vrai que c'est toujours des choses qui ne sont pas simples à appréhender, notamment quand on fait des projets qu'on va déployer sur 15, 20, 30 ans, d'accord, de savoir faire des bonnes prévisions, c'est quelque chose de très important. Donc, notamment, dès qu'on parle de sujets de SERM, on parle, vous le savez, d'investissements qui sont quand même relativement importants. Et même si c'est des grands déploiements de cars express et de PEM, etc. Donc, on parlait de certains SERM, de temps en temps, vous avez des projets dans certains SERM, vous avez des déploiements de 40 pôles d'échange. Donc, c'est quand même des sujets assez importants. Et évidemment, l'ensemble de l'évaluation de ces projets est très importante parce qu'il doit y avoir des arbitrages, des choix sur les scénarios. Et donc, on a un besoin, en tout cas, de fiabilité dans les évaluations, les résultats, etc.
Donc le premier changement majeur, en tout cas sur lequel on a eu pas mal de travail ces dernières années, c'est ce qu'on abordait un petit peu avant, c'est le changement d'échelle. Les projets, on en évalue depuis très longtemps, d'accord, des projets de tramway, des projets de ferroviaire, des projets de pôle d'échange, etc. Mais avant, beaucoup de projets étaient évalués à l'échelle de la métropole ou à l'échelle de la région. Donc là, quand on travaille sur une échelle intermodale, intermédiaire incluant le périurbain, en fait, sur l'ensemble des modèles d'évaluation que vous aviez de la demande, et ben en fait, les modèles qui existaient avant, les modèles 4 étapes qu'on avait soit pour les régions, soit pour une métropole ou SNCF Réseau, etc., tous ces modèles-là, en fait, étaient calés sur certaines échelles et ça a changé. Donc là, il y a eu pas mal de travail sur l'adaptation, on va dire le calage des modèles. Et donc ça, c'est un premier sujet sur lequel il y a eu pas mal de travail. Le deuxième point, c'est que parler du périurbain, et on le disait un petit peu, c'est parler quand même sur des distances de voyage plus longs, d'accord. Et donc le périurbain, on travaille sur la deuxième, la troisième couronne. Et bien sûr, là vous êtes sur des déplacements qui sont un peu moins nombreux, qui sont plus longs. Et donc, en fait, vous avez des sujets sur la qualité des données, est-ce que vous avez les bonnes données, etc. Et donc, vous avez pas mal de choses sur lesquelles l'ensemble des acteurs doivent évoluer sur le recensement des données, la calibration des modèles, etc. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important sur lequel il faut travailler. Et notamment, un des points très importants sur les modèles aussi, c'est que, on en discutait juste avant, les SERM et cette offre multimodale de services, c'est pas que du train ou que du car express, c'est un ensemble de services sur lesquels vous allez avoir des sujets de robustesse d'offres, des sujets de tarification unique ou homogénéisée, etc. Donc beaucoup de sujets, ou incluant aussi par exemple le covoiturage. Et donc ça, prendre en compte ça dans les modèles, c'est quand même quelque chose sur lesquels on a pas mal de développement à faire et ça c'était peu fait auparavant. Voilà, donc là il y a eu des sujets, donc un sujet par exemple sur lequel on a travaillé depuis quelques années et qu'on a repris donc avec la SGP sur le développement des modèles multi-agents, donc sur lequel on a travaillé pour inclure donc des sujets de transport à la demande, de covoiturage, de vélos, donc notamment les Vélib, les vélos, on va dire personnels, les trottinettes. Et voilà, donc là on a travaillé notamment sur la métropole de Lyon, où on avait déjà un modèle en collaboration avec le LET, avec un institut de recherche. Et donc avec la SGP, on a étendu et on étend ce modèle, donc qui est travaillé maintenant sur, on va dire, l'échelle plus large, donc au niveau périurbaine, avec des collaborations sur lesquelles on travaille maintenant avec des étendues plus larges au niveau de l'Isère, au niveau de l'Ain. Et donc, tout ça, c'est un travail de développement de modèles, de calage des données avec les partenaires. Donc ça, c'est très important. Un autre sujet aussi très important, on en parlait avant, c'est l'évaluation socio-économique. Alors, la demande fait partie de l'évaluation aussi. Et dans l'évaluation socio-économique, tout un sujet aussi pour parler notamment de la fluidification, du trajet sans couture, etc. C'est comment on intègre ça dans l'évaluation des projets, d'accord, pour intégrer l'ensemble de ces nouveaux services, incluant les questions de confort, de changement de comportement, etc., avec des enjeux beaucoup plus importants, parce qu'on parle de transport et de mobilité, donc on parle de territoire, et notamment dans les territoires, c'est de dire, en fait, vous avez tous entendu parler de la ZAN, donc avec les nouvelles lois, les enjeux climat et les enjeux notamment, on va dire, de cohérence du territoire, de veiller à une échelle large, donc à l'échelle métropole et périurbaine, d'intégrer des choix et de dire, par exemple, sur X pôle d'échange qu'on va avoir d'investissement, en fait, on va avoir de la consommation d'espace. Et comment on gère ça? Parce que vous allez avoir des territoires où on va avoir plus de projets construits sur ces sujets, d'autres territoires un peu moins. Donc il y a beaucoup de sujets de concertation, d'arbitrage qui viennent dedans et tout ça doit être intégré dans l'évaluation socio-économique pour éclairer les décideurs à faire les bons choix là-dessus, faire les bons choix de scénarios de transport et de mobilité. Mais vous le comprenez bien que ces scénarios sont associés à des scénarios d'aménagement du territoire. Et donc ça, c'est essentiel et c'est un peu un travail collectif qui se fait sur lequel tout le monde travaille. La SGP travaille dessus et on a le plaisir de travailler avec eux et l'ensemble des acteurs se mobilisent sur ces sujets.
Je vais juste compléter sur l'aspect modélisation qui, vu de loin, peut paraître finalement un peu de la cuisine quand on parle de modèle multi-agent, enfin multi-étapes, 4 agents. Je me mélange moi-même les pinceaux. L'idée, c'est qu'en fait, quand on est face à des élus qui nous disent bon très bien, vous m'avez présenté un schéma d'ensemble que vous me demandez de financer. Mon EPCI doit mettre 500 000 euros de plus. Mais qu'est-ce que j'ai pour 500 000 euros? Est-ce que j'ai, si c'est, je dis n'importe quoi, plus 50% de financement d'exploitation? Est-ce que j'ai plus 50% de fréquentation de mes trains, de mes TER, de mes cars express? Est-ce que j'ai 50% de la population qui est touchée en plus, 50% de la population qui est à moins de X minutes, de 15 minutes, de X centaines d'emplois? Et les élus nous le demandent systématiquement. Donc on ne fait pas cette mobilisation, cette modélisation ou ces indicateurs socio-économiques juste pour se faire plaisir, mais ça répond finalement pas seulement à une logique d'arbitrage entre différents scénarios, mais vraiment à ce sujet de ce choc d'offres. Parce que sur les SERM, on parle aussi d'un choc d'amélioration de l'offre, et ce choc, il faut le financer. Et pour le financer, il faut être convaincu de la nécessité de le financer. Donc c'est vraiment un sujet très important. Je remettrai encore une pièce sur le sujet de la cuisine des modèles. Les modèles historiques, souvent, parfois, se trompaient. Nos SERM sont très complexes, Guillaume l'a dit, mais et comment modéliser une infrastructure? J'évoquais le fait d'optimiser une infrastructure. Je n'ai pas de nouvelle infrastructure, j'améliore l'amplitude, j'améliore potentiellement la robustesse de la ligne en traitant des passages à niveau. Donc je fiabilise un peu le temps de parcours. Ça, les modèles historiques, ils savent très mal le modéliser. Donc j'arrive avec des résultats qui me montrent quasiment pas de gain de fréquentation, alors qu'on sait, nous, pertinemment, c'est un peu un doigt mouillé, mais on le sait, c'est le retour d'expérience, on sait que ça va être plus fréquenté parce qu'on aura apporté cette réponse cohérente aux mobilités longues du quotidien. Donc la question maintenant, et c'est un enjeu qui ne se fera pas en quelques semaines, on pense qu'on arrivera à quelque chose de très crédible d'ici 18 mois, on a besoin d'appuyer cette démonstration. Et j'en profite, je fais directement la transition sur les sujets de financement. Les SERM apportent ceci de nouveau par rapport aux projets historiques qu'ils peuvent, évidemment à condition d'avoir les statuts, d'avoir des autorisations par l'État, de lever des fiscalités nouvelles. Beaucoup de SERM pourront prendre l'exemple des sociétés de projet avec nouvelles fiscalités, recettes fiscales affectées au projet pour sanctuariser les recettes. Après, je ne suis pas en train de dire que systématiquement les SERM passeront par de la fiscalité nouvelle. Ça reste des arbitrages entre politiques. Est-ce que je vais chercher de l'argent chez les entreprises, chez les habitants, chez les touristes avec la taxe additionnelle à la taxe de séjour? Je dois aussi financer mon exploitation. Est-ce que je fais payer plus les usagers? Ce qui vient heurter aussi des questions politiques parfois de gratuité ou de tarification sociale. Donc tout ça, il n'y a pas une réponse. Il y a un arbitrage politique à faire pour aller chercher l'argent quelque part. Mais dès lors qu'on améliore les conditions, on améliore les infrastructures, on augmente l'offre, il va falloir aller chercher de l'argent. Et c'est tous ces éléments qui sont précisés dans les chapitres financement, pareil je fais un peu de cuisine, mais dans les chapitres financement des dossiers de demande de statut qui sont instruits par les services du ministère en vue potentiellement d'attribuer le statut et d'enclencher les étapes suivantes. Puisque l'enjeu, c'est pas simplement d'avoir une jolie lettre du ministre qui attribuera les statuts à chacun des territoires. L'idée, c'est vraiment d'aller au bout, de concrétiser ces projets, de mettre en œuvre les infrastructures, le cas échéant, l'offre le plus souvent, et puis toutes ces briques servicielles. On va passer aux questions. On va passer aux questions. Y a-t-il des questions? Bonjour, Axel Delval de la société Aegis. En termes de services, vous avez dit maintenant le S pour service. Quels sont les services vraiment mis en avant qui peuvent apporter peut-être, qui peuvent aider à financer les SERM? Est-ce qu'il y a des services sur lesquels vous dites ça peut être vraiment un tremplin pour porter les SERM, ou vous dites non, ça ne va pas générer seulement de revenus pour aider les SERM à se déployer?
Alors, je pensais à des services de type, par exemple, la médecine, par exemple, qui pouvaient se rapprocher des pôles modaux ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des réflexions pour se dire comment englober des services à la personne ou et ainsi de suite? Alors après, je repasserai la question à Guillaume, mais ça, c'est un sujet très très important, et en France, il y a eu beaucoup de débats dessus. Certains pays, donc là, on est sur un gros sujet qui est, par exemple, développement d'infrastructures de transport, développement du foncier, et ensuite la question de la rente foncière. Donc par exemple, vous développez un système, ça peut être du tramway, ferroviaire, des nouvelles gares, des pôles d'échange. On parlait du PRI urbain, j'en parlais en introduction, notamment la question pour les territoires, de l'équité des territoires et notamment des services publics, c'est-à-dire l'accessibilité aux services publics. On va parler par exemple de centres médicaux, on va dire d'écoles, etc. Donc ça, pour les territoires, c'est un sujet essentiel. Et un des grands sujets, et alors ça on verra avec les futures lois de finances, mais c'est un des vrais débats aussi, c'est de dire quand vous financez des projets de transport, d'infrastructures de transport, de pôles d'échange, etc., de gares, est-ce qu'à un moment, sur la rente foncière, quand vous créez ces projets avec des quartiers autour des gares ou de pôles d'échange, à un moment, vous reprenez une certaine partie des gains fonciers pour, on va dire, rembourser des projets d'investissement d'infrastructures. Donc là, c'est un sujet en fait, qui est en pleine réflexion en France, et on sait que quelque part, il y aura des choses à faire. Donc notamment le Grand Paris Express, c'est un des gros sujets aussi de discussion, parce que vous avez on va dire des centaines de milliers de mètres carrés de locaux et de projets immobiliers autour des gares qui se font, parce qu'il y a 70 gares, etc. Donc le Grand Paris Express, je pense, c'était un peu le choc, on va dire, sur ce sujet de réflexion sur lequel en France il y aura des discussions à venir, et en tout cas il y a un certain nombre de pays qui travaillent dessus, notamment certains pays d'Europe du Nord ou en Asie, sur lesquels justement ils ont travaillé un petit peu pour essayer de capter cette rente foncière pour avoir du développement des projets de transport, mais en même temps en essayant de récupérer une certaine partie, on va dire, des gains sur ce foncier pour rembourser des projets d'investissement là-dessus. Donc ça, c'est un vrai sujet de finance, etc. Oui, juste, tu as dit beaucoup de choses, mais pour compléter effectivement cette logique de retour sur investissement, puisque finalement tout ça, c'est de l'argent public. Donc l'idée, c'est que cet argent public qui développe les plus-values sur le foncier revienne à la puissance publique au sens large, État, collectivité. Il y a plusieurs choses. Déjà, le plus souvent, il y a une augmentation de la plus-value foncière. Pas toujours. On a vu des exemples, en fait, il y a énormément, ces questions-là sont étudiées en France au moins depuis 30 ans. C'est un sujet qui est très complexe techniquement et politiquement. Et dès qu'on a su comparer ou pu comparer avec des périodes de crise, on a vu que en période de crise, la plus-value foncière, c'est plutôt une moins-value foncière. Il y a régulièrement des études qui sont menées pour essayer de mesurer la réelle plus-value d'une infrastructure sur son territoire. Ces études-là, elles ont souvent du mal à délimiter la part de croissance classique du prix de la part véritablement attribuée au projet de transport. Et ce sera d'autant plus difficile avec les Serm qu'on n'aura pas une infrastructure nouvelle, un grand TGV, un grand je ne sais quoi, un grand métro à partir de rien du tout, qu'on aura une augmentation d'offres, des cars express, etc. Ce sera d'autant plus difficile de quantifier l'apport, en plus avec des périodes de mise en service progressive de chacune de ces briques, ce sera d'autant plus difficile à quantifier. Donc il y a des études d'économétrie. On a travaillé avec l'Institut Paris Région qui a aussi beaucoup étudié la question. Néanmoins, il y a un sentiment général, pas loin d'être faux, plutôt proche d'être très vrai, que ces projets améliorent les coûts du foncier au sens large. Et des acteurs privés comme les promoteurs ne se privent pas pour préempter le plus tôt possible, acquérir le plus tôt possible des terrains et eux capter cette plus-value foncière. Donc la question, c'est comment cette puissance publique peut faire pour retrouver une partie de financement. Alors on ne financera pas 50% des projets grâce à ça, mais les petites eaux font les grandes rivières. Comment capter par la puissance publique une partie de cette plus-value foncière? On sait que politiquement, tout ce qui est mécanisme de taxation des stocks ou des flux, c'est compliqué. C'est un peu plus facile ou un peu moins difficile sur les flux, mais les élus peut-être en reparleront au moment des prochaines lois. Et puis après, il y a une logique qui a pu être développée à l'étranger. J'ai l'exemple de Canary Wharf en tête, à Londres, qui était un quartier de dock
où il y avait quasiment rien. L'aménageur je le fais de manière très simple parce que c'est un peu plus compliqué, mais l'aménageur a mis à disposition ces terrains et a contribué. En fait, c'est plutôt un aménageur privé qui a mis une partie de ses gains au profit du projet. C'était facile parce qu'en fait, on partait de rien. Donc la captation, la plus-value foncière, elle était nette. Dans les SERM où on va simplement étendre les coûts du foncier ou un peu plus loin avec le périurbain, modulo les sujets de ZAN. Donc c'est quand même très complexe comme sujet. Je sais plus ce que je disais. On essaiera. L'idée, c'est peut-être d'aller que la puissance publique, SGP, collectivité, peut-être avec l'aide d'EPF, les établissements publics fonciers, ou Caisse des dépôts, aillent acquérir très en amont des terrains pour pouvoir porter des logiques de type promoteur et capter le plus en amont possible, capter cette plus-value foncière. Après, ça dépendra aussi des volontés politiques et des passages à l'Assemblée, notamment de la loi cadre sur les transports. Plus près de nous, j'ai le souvenir que la RATP fait de la valorisation foncière sur ses projets de gare. Merci. Oui, ma question justement, c'est en complément de ces leviers complémentaires très intéressants de financement, il faudra quand même de l'argent public. Et l'argent public, il est moins abondant qu'auparavant. Et il y a une incertitude forte, bien sûr, liée au présidentiel, et donc il n'y aura pas forcément de grandes dépenses d'ici là, et en tout cas moins de visibilité. Est-ce que dans ce cadre, le niveau d'ambition des SERM peut être remis en cause, ajusté, ou est-ce qu'il sera maintenu? Est-ce qu'on a un peu de garantie de ce point de vue-là? En fait, il y a forcément une incertitude liée aux différents cycles d'élections. On a parlé tout à l'heure des sénatoriales qui vont arriver là en septembre et qui causent parfois déjà des questions sur les projets en cours. Il y a les présidentielles en 2027, il y a les régionales en 2028 et donc à chaque fois nos échelons de gouvernance, on vient d'avoir les municipales, nos échelons de gouvernance bougent, les élus bougent et donc les ambitions peuvent changer. Mais on peut se dire quand même que le fait que les territoires sont alignés, et je crois que Guillaume a quelque chose à dire à ce sujet, les territoires semblent alignés aujourd'hui sur un objectif de desserte du périurbain et les nouveaux modes de gouvernance avec des groupements d'intérêt public qui vont décentrer la problématique politique sur un échelon de décision qui va être plus partagé et peut-être un peu moins politisé, nous donne quand même confiance pour la suite. Oui, trois éléments en réponse. Ce qui est sûr, c'est que dans les prochaines années, effectivement, vous parliez des présidentielles, dans les prochaines années, on sera sur du redéploiement budgétaire. Donc, tous les mécanismes envisagés, captation des plus-values foncières et toutes les pistes de financement ouvertes à la faveur de la conférence Ambition France Transport d'il y a quelques mois, c'est pas pour tout de suite. On verra peut-être dans une loi de finances dans 1 an ou 2. Donc, dans un premier temps, il n'y a pas de remise en question puisqu'en fait, il suffit de financer. C'est facile, mais c'est du redéploiement budgétaire. Je pense que Chloé avait en tête quelque chose que je martèle régulièrement, c'est que les dossiers de demande de statut auprès du ministre ont, sauf une ou deux exceptions, ont tous été délibérés à l'unanimité des élus de chacun des EPCI, de tous les groupes politiques. Ça veut dire que d'un côté, d'un extrême à l'autre de l'arc politique, cette politique publique nouvelle, relativement nouvelle, même si ce sont parfois des vieux projets, mais la mise en cohérence est totalement nouvelle. Elle fait l'unanimité. Donc finalement, elle est transpartisane, trans-électorale. Et puis dernier point de réponse, on essaye, côté Société des grands projets, d'apporter et de conseiller la mise en place d'une structure de gouvernance finalement qui permettent d'enjamber ces élections qui se déroulent tous les ans, c'est classique, et à travers des structures un peu déconnectées, en tout cas légèrement étrangères au cycle, excentrées, déportées des cycles politiques. Peut-être je rebondis aussi dessus, puis je reviens sur un point que Guillaume avait dit avant et qui est très important pour cette question, sur la question de choix d'élus, là de contraintes budgétaires que vous mentionnez. Effectivement, il y a un vrai sujet dessus.
et qu'on traite aussi dans la façon, qui est un vrai sujet pédagogique vis-à-vis des décideurs, donc ça, des élus, etc. Notamment, et ça on l'a vu depuis un peu le début des projets de CERM, c'est-à-dire qu'au début, il y a 2-3 ans, tous les élus, on va dire, voulaient bourrer les urnes, d'accord, c'est-à-dire c'est des projets maximalistes, etc. Et donc dans la philosophie de travailler les scénarios qu'on a sur les gros projets de transport, c'est toujours viser la finalité. C'est-à-dire autant si vous travaillez sur du car express, bon, on peut changer des choses, ça se modifie plutôt légèrement. Mais vous avez beaucoup de projets, donc dès que vous parlez des pôles d'échange, du ferroviaire, des métros, etc., beaucoup de projets sur lesquels, en fait, si vous faites machine arrière ou vous changez une décision, vous allez perdre énormément d'argent, d'accord, ou vous avez des impacts planning qui sont monumentaux et à très long terme, c'est vraiment très difficile. Et donc, dans la pédagogie, c'est travailler sur des scénarios sur lesquels on vise des horizons long terme, d'accord, sur lesquels on va ajuster les choses à l'horizon 2040-2050, vraiment en adéquation avec les développements du territoire. Et après, on essaye de travailler avec les élus et les partenaires, sur un chemin de phasage de projet, d'accord, et suivant, entre guillemets, la santé des finances publiques, on va aller plus ou moins vite sur ce chemin. Et si par exemple, on a une énorme crise économique, ce qu'on voulait faire en 2050, peut-être qu'on le fera en 2070, mais on sait qu'à terme, par rapport au territoire, il y a un certain nombre de choses qu'on doit mettre en œuvre. Et ça, c'est très important parce que, notamment dans les grands projets d'investissement, on doit absolument éviter ce qu'on appelle un peu les fausses manœuvres. C'est-à-dire que vous avez des élus ou des acteurs qui disent « super, on va faire tel scénario ». Et donc, par exemple, on va aller à 500 millions sur un scénario. Et en fait, 2 ans après, vous avez des changements des élections et vous avez des gens qui vous disent « ah ben non, on veut quelque chose un peu différent ». Un peu différent, si vous avez des impacts où vous allez, par exemple, 50, 100 millions de plus d'investissement parce que y a des choses qui devaient être faites différemment. Et sur les projets complexes, c'est quelque chose qu'on revoit souvent, d'accord. Et donc, dans la logique de travail des scénarios, de pédagogie vis-à-vis des acteurs, c'est vraiment une feuille de route aussi très importante sur lesquelles, en méthodologie, etc., on travaille. Voilà. Bonjour. Excusez-moi, ça va peut-être un peu idéaliste comme question, peut-être même désagréable un peu, mais à une époque où on a une marchandisation du transport à toutes les compagnies européennes, est-ce que vous avez évoqué la difficulté de synchroniser les budgets aussi bien que le développement des territoires les uns par rapport aux autres? Est-ce que ça n'irait pas vers une renationalisation de tous les transports? Et pourquoi pas se calquer sur le réseau La Poste, par exemple, qui pouvait véhiculer du courrier de Arras jusqu'à Montpellier en 2 jours? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une grille qui vienne se calquer sur ce réseau-là? C'est une grande question, les services. Alors, on a des voisins, par exemple, en Suisse. Vous avez les services postaux qui font la desserte du territoire avec les cars postaux dans toutes les régions alpines, etc. Ça, c'est des questions c'est éminemment politique. Après, en termes de services, tout s'étudie. Alors, nous, on va plutôt l'étudier. On va dire, on travaille plutôt sur la notion de service. Par exemple, on parlait des cars express, des schémas. Donc, par exemple, vous abordez un peu le sujet carte postale, service de la poste. Donc ça, c'est des notions de service, un peu service universel. Donc ça, c'est des choses qui s'étudient, de voir comment on peut déployer des choses comme ça sur certaines communes, des villes, etc. Donc ça, il y a des pays qui ont des philosophies un petit peu comme ça, sur certains services publics, dans certains corridors ou territoires ou corridors sur lesquels il y a justement un peu cette problématique d'accessibilité aux services essentiels ou à la mobilité qui est intégrée. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent être sur la table. Après c'est des sujets un petit peu qui sont à reprendre, et puis des services d'entreprise de services, quoi. Ouais. Je fais vite, pardon, bonjour. Rose Dégis aussi. CERM, c'est service, mais ça peut être système aussi. Est-ce que vous avez des cas de CERM où vous abordez également les questions de péage urbain, de tarification du stationnement, etc. Ouais, c'est intégré dans certaines réflexions. C'est inclus tarification, je ne sais pas si on reviendra dessus, mais on parle vraiment de services de mobilité. Dans les services mobilité, et ça c'est très très important, alors beaucoup pour les métropoles, et après il y a plein de choix politiques derrière, mais disons que tout ce qui est
tarification. Donc dès que vous allez parquer, on va dire les sujets de parking, pôle d'échange avec les parkings, les P+R, la tarification du stationnement, etc. Tous ces sujets sont partie intégrante des SERM. Donc si par exemple vous avez un territoire, et c'est très important, par exemple vous avez une desserte ferroviaire, un territoire, vous avez 10 communes desservies sur par exemple une ligne, si vous avez 5 communes où les maires vous disent chez nous c'est gratuit, les autres communes en périphérie qui vous disent chez nous c'est payant, bah, vous allez tout de suite voir que ça va être un gros bazar. Voilà, donc ça c'est des sujets sur lesquels effectivement tout ce qui est billettique, tarification, péage, c'est une partie intégrante de la réflexion. Pour compléter, oui, effectivement, enfin, péage urbain, c'est quelque chose qui a été regardé. Globalement, un SERM, il doit être financé sur l'investissement et sur l'exploitation. L'investissement, c'est presque facile, je mets vraiment des gros guillemets là-dessus, mais le système de société de projet, d'emprunt garanti par l'État, assis sur des recettes fiscales sanctuarisées, fait que l'investissement est relativement simplifié. Qui plus est avec des projets qui sont cofinancés par des mécanismes assez classiques, type CPER, etc., sans parler d'éventuelles ressources nationales. Après, parfois le plus compliqué, paradoxalement, c'est de financer les surcroîts d'offres. Ce surcroît d'offres, on va chercher des recettes pérennes sur la tarification, sur les péages urbains. Et effectivement, j'ai en tête des exemples de SERM. Je ne vais pas forcément donner les exemples parce que c'est peut-être un peu compliqué politiquement, mais j'ai en tête des exemples de SERM où l'idée d'un péage urbain a été largement mise sur la table, mais au stade des dossiers de demande de statut qui en plus ont été déposés avant les élections municipales, on n'est pas rentré dans le détail des décisions politiques. On a proposé un champ des possibles. Il fallait financer 10. On arrivait à 15, donc ensuite il y a un arbitrage à faire pour choisir 10 parmi les 15. Mais oui, les péages urbains font partie des réflexions. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des péages urbains partout à cause des SERM, mais ça fait partie des objets de réflexion, de même que la taxe additionnelle à la taxe de séjour, de même que l'augmentation des recettes, des tarifs, etc. etc. Enfin, toutes les pistes sont envisagées, dont les péages urbains. On doit s'arrêter là. Je vous invite à nous rejoindre, soit sur le stand EGIS, soit sur le stand SGP pour en parler plus avant. Et en tout cas, merci à tous pour votre présence et votre écoute. On peut faire une heure là-dessus. Il y a une autre